Bonjour tout le monde. Bon début d'année. Bon début d'année parce que justement, c'est la première rencontre de la chaire sur la fiscalité et on va ensemble découvrir le bilan sur la fiscalité Québec 2021. Et ça me fait très plaisir d'être avec vous. Et juste avant de plonger dans le vif du sujet, je vous présente deux petites capsules de partenaires qui sont essentielles à la réalisation de cet événement. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cet événement annuel de lancement du bilan de la fiscalité. C'est la 4e année que l'APFF a le plaisir de commanditer cet événement. Par ailleurs, nous le publicisons également auprès de nos 2400 membres parce que c'est une communauté assez serrée. Par ailleurs, je tiens à souligner l'importance du rôle de la chaire de recherche en fiscalité, notamment pendant la période de la COVID, où presque quotidiennement, la chaire mettait à jour la liste des mesures fiscales adoptées par les autorités pour nous aider à traverser la pandémie. Cette liste-là était transmise à nos membres. Ça permet à tout le monde de rester vraiment à jour parce qu'il y a une multitude de mesures. Comme on va le constater d'ailleurs, en prenant connaissance du bilan de la fiscalité de l'année 2020. Donc, encore une fois, merci à la chaire. Félicitations pour votre implication dans le milieu fiscal et pour votre bilan. Et voilà, bonne journée à tous. Chers amis et collègues, je pense qu'on peut conclure que nous venons de traverser une année qui a été excessivement difficile, au cours de laquelle vous et moi, les 40 000 CPA du Québec et nos gouvernements ont dû prendre des décisions très, très importantes qui auront des conséquences lourdes sur le bilan fiscal du Québec et ça pour encore très, très, très longtemps. Ceci étant dit, je pense que nos gouvernements avaient non seulement le devoir économique, mais le devoir moral de soutenir nos familles et nos entreprises cette année, nos entrepreneurs. Mais c'est certain qu'il faut, dans ce cadre-là, à mon avis, résister l'appel immédiat à un retour à l'équilibre budgétaire, sortir de la crise en premier et ensuite prendre le temps de bien débattre les questions qui vont en ressortir. Sur ce, chers amis et collègues, je vous souhaite une bonne conférence et espérons que 2021 sera une meilleure année que 2020. Au plaisir. Ah, merci beaucoup, Geneviève. Donc, parce que oui, on se souhaite que cette année-là soit meilleure que 2020. 2020 qui a été remplie d'embûches, de défis, mais qui nous a peut-être aussi permis d'apprendre certaines choses sur nous-mêmes, sur nos organisations. Et quand on va regarder à travers le bilan sur la fiscalité, quels sont les enjeux que présente le fardeau fiscal, entre autres, et comment on organise les différentes mesures fiscales, peut-être qu'on aura des pistes de solutions pour se relancer autrement. Mais avant, je veux vous dire que c'est la 7e édition et dès 2014, quand la chaire a décidé de lancer cette initiative, je dirais cette folle épopée parce que c'est pas simple de monter un bilan comme celui-là, c'était dans le but de regrouper toutes les données, d'être capable de donner un portrait et de comparer le Québec. À ce moment-là, en 2014, ça ne portait pas encore le nom de bilan sur la fiscalité, mais déjà, on s'était donné cet objectif-là. Donc, on en est à cette 7e édition et on va découvrir ensemble aujourd'hui où se situe le Québec, s'il y a des choses qui ont bougé, s'il y a des choses qui se sont améliorées, qui se sont détériorées. Quel défi le Québec peut avoir. Mais un peu avant, je vais vous dire que évidemment, vous voyez, je ne porte pas mon masque, mais c'est parce qu'on est dans un studio, on respecte toutes les mesures de sécurité, vous le savez. J'ai mon push-push avec moi. Toute l'équipe a d'ailleurs un masque. On est à distance, on fait les choses correctement. D'ailleurs, on voit ici Luc qui est à distance aussi et qui est en train de prendre l'information la plus à jour. Bonjour, Luc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et on va, je pense, découvrir plusieurs choses ensemble et on souhaite ça le plus interactif possible. Hein? Quand on s'en est parlé, c'est ce qu'on voulait, que les gens puissent intervenir. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits aujourd'hui. Ben oui, on a plus que 1100 personnes qui se sont inscrites. C'est incroyable. C'est la beauté du virtuel. On rejoint des gens partout au Québec. Et donc, oui, il y a des périodes de questions pour le ministre. Il y a des périodes de questions après ma présentation. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et moi, je vais être votre relais. Alors, moi, c'est ce que je vais être.
être, vous allez pouvoir poser toutes ces questions-là. Il y a des membres de l'équipe qui sont justement dans différents lieux pour être à même de me relayer ces questions-là. C'est sur votre plateforme. Donc, sur la plateforme Zoom, il y a une section qui s'appelle questions et réponses habituellement ou commentaires. Il y a les deux. Moi, je vous suggère d'aller dans questions-réponses ou Q&A si vous avez la plateforme sur la version anglophone. Et on va me relayer les questions, puis des fois être capable de les colliger pour être en mesure de couvrir le plus de préoccupations possible. Alors moi, je vais être votre relais pour les deux blocs, parce que, donc, Luc y a fait référence, on a un invité très spécial qui est le ministre des Finances. Donc, pour ce bloc-là, on aura aussi une période de questions qui est prévue d'une durée d'environ 10 minutes. Et pour Luc aussi, on a prévu du temps de questions. Donc, on respecte les règles, les choses se passent bien et vous pouvez interagir avec nous à travers la plateforme pour être en mesure de mieux saisir, de mieux comprendre, d'avoir l'éclairage que vous souhaitez sur le bilan sur la fiscalité. Alors, on va plonger sans plus tarder dans le premier bloc. Et comme je le disais, c'est un invité très particulier. Je pense pas qu'en mars, quand il a chaussé ses patins pour présenter son budget, il s'attendait à vivre une année 2020 comme celle-là. Je ne sais pas si vous le savez, il a un passé de gardien de but. Il a donc dû, même cette année, utiliser, je pense, plusieurs de ses qualités de gardien de but parce qu'il a dû arrêter sûrement plusieurs rondelles. Et j'aimais beaucoup ce que j'ai lu récemment dans une entrevue qu'il donnait au Journal de Québec, au Journal de Montréal. Il disait « Lorsque tout va vite et que tout le monde est énervé, paniqué, c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus calme. » Je trouvais que ça le présentait bien. Il disait « Les gestes que l'on fait dans l'urgence doivent être cohérents avec ce que l'on veut faire à long terme, car on n'a pas tant de munitions que ça. » Et je trouve qu'on est dans cette période, justement, où peut-être on peut regarder un peu plus en avant parce qu'on va entamer les consultations prébudgétaires au ministère des Finances. Donc, on va voir aussi quelle est cette vision qu'on veut donner dans le long terme. Alors, il est avec nous de chez lui parce que vous savez que le gouvernement a décidé aussi de donner l'exemple en demandant à ses ministres de rester à la maison pour les différents événements qu'ils avaient à faire. Alors, Éric Girard, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, donc, ce qu'on comprend, c'est que vous allez donc nous présenter peut-être un peu cette vision, nous faire un peu un bilan de ce qu'ont été les derniers mois, mais aussi nous amener peut-être dans une perspective d'avenir. Alors, on vous écoute. D'accord. Alors, vous allez partager l'écran. Donc, je dis donc aux gens qui sont avec nous, Monsieur le ministre va partager son écran. Donc, à un moment donné, on ne le verra plus lui, on va voir sa présentation. Mais donc, on va y revenir très rapidement. Ça fonctionne. OK. Là, juste pour vous dire, on me dit que le... Ah, ça s'en vient. Il se passe quelque chose. Oui? Oui, ça va bien. Il y a comme un début de quelque chose. Je vois quelque chose. Bien, parce que moi, ça m'indique en anglais, le host. Attendez un peu. Dites-nous-le. Regardez, là, on est en direct. C'est la beauté du direct à l'ère de la COVID. On est super zen. On se dit comment ça va fonctionner. Alors, voilà. Ça va, voyez-vous? Alors, okay. À vous la parole. Merci beaucoup. Effectivement, je suis à la maison. Mais je suis quand même fébrile et très heureux de savoir qu'il y a plus de 1000 personnes avec nous. Puis j'aimerais bien sûr féliciter la chaire pour son excellent travail, la qualité de ses travaux. Je pense que les intervenants l'ont mentionné. Tout le travail qui a été fait durant la crise, c'est très apprécié. Et continuez votre bon travail, c'est apprécié. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Mais on est très content que vous soyez là. Alors, simplement pour rappeler, puis ma présentation va être assez simple aujourd'hui, mais je veux y aller avec les grands messages. Oui, nous avons une pandémie qui provoque une récession mondiale. Le PIB mondial va chuter de plus de 4 % en 2020. Et bien sûr, il y a des impacts sur les finances publiques de tous les gouvernements. Et ces répercussions-là sur les finances publiques vont perdurer
bien au-delà de la crise. Le gouvernement du Québec, qui avait déposé un budget qui avait déjà une croissance de plus de 5 % des dépenses cette année, a ajouté 12,7 milliards d'initiatives pour faire face à la crise, 5 milliards pour renforcer notre système de santé, 6 milliards pour soutenir les Québécois et notre économie, les entreprises, et 1,8 milliard pour relancer l'économie. Alors, c'est donc un total de 12,7 milliards d'initiatives qui ont été réalisées par le gouvernement. Ça correspond à approximativement 3 % du PIB. Au niveau du système de santé, vous savez, la santé, c'est notre poste budgétaire le plus important. Et cette année, nous allons dépenser près de 54 milliards en santé au Québec. Et dans le 5 milliards additionnel, il y a 2 milliards qui vont en prime de risque, augmentation des salaires, temps supplémentaires, pour reconnaître les efforts, et nous les en remercions, qui sont faits par les travailleurs de la santé dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, je prends l'occasion pour les remercier. 2,2 milliards pour les équipements de protection, les masques, les blouses, et un autre milliard pour les tests, le suivi des tests, la capacité de traitement. Et bien sûr, vous demandez, mais il n'y a pas de coût, les vaccins. Non, les vaccins sont payés par le gouvernement fédéral et nous les remercions. C'est important. Les gouvernements travaillent ensemble face à cette crise et la santé est une responsabilité du gouvernement du Québec. Et c'est plus de 54 milliards qui seront dépensés cette année en santé. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Au niveau du soutien des Québécois, j'ai parlé de 6 milliards. Alors, au niveau des Québécois, il y avait des efforts supplémentaires en services de garde, pour le personnel scolaire, pour les élèves, au niveau des prêts et bourses. Il y a eu une réduction de la taxe scolaire pour aider les propriétaires. Des primes aux travailleurs essentiels, 2,3 milliards aux municipalités, sociétés de transport en commun, 1,6 milliard pour les entreprises. Alors tout ça, ce qu'on appelle le soutien, totalise près de 6 milliards. Et je pense que c'est important de parler je voulais donner une liste des programmes de soutien actuels parce que nous entrons dans un nouveau confinement important. Et je voulais faire un rappel. Bien sûr, au niveau des individus, la prestation canadienne d'urgence qui aura coûté plus de 80 milliards au gouvernement fédéral est remplacée par l'assurance-emploi et la prestation canadienne de relance économique pour ceux qui ne sont pas éligibles à l'assurance-emploi. Au niveau des entreprises, le gouvernement du Québec a dégagé dès le départ, ça c'est important de le mentionner, c'est que le gouvernement du Québec a des leviers que les autres provinces n'ont pas. Alors, avec Investissement Québec, nous sommes intervenus extrêmement rapidement pour dégager 2,5 milliards de liquidités ou de prêts de plus de 50 000 $. Et ça, c'est avec Investissement Québec. Au niveau régional, plus de 300 millions pour les prêts de 50 000 et moins. Et avec les entreprises qui sont fermées complètement en raison de règles sanitaires, nous avons maintenant des prêts pardonnables jusqu'à 80 % du montant du prêt pour couvrir les frais fixes jusqu'à concurrence de 15 000 $ par mois. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ce programme-là est complémentaire à la subvention d'urgence du Canada pour le loyer qui, elle, va jusqu'à 75 000 $ par mois. Et c'est donc des programmes qui sont complémentaires et nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer fonctionne mieux que l'ancien programme pour les loyers commerciaux qui était un bon programme mais qui demandait à être amélioré. Et je rappelle finalement que la subvention salariale d'urgence du Canada,
qui couvre jusqu'à 75 peut couvrir jusqu'à 75 des salaires, va également coûter plus de 80 milliards au gouvernement fédéral. Au niveau de la relance, c'est plus de 1,5 milliard additionnel que nous avons annoncé, un total d'1,8 milliard, parce qu'il y a de l'argent, parce que nous accélérons des infrastructures, mais 459 millions pour favoriser la réintégration des Québécois au marché du travail, 477 millions pour stimuler la croissance économique. Alors ça, c'est les secteurs stratégiques, le centre-ville de Montréal, de Québec, l'innovation, la productivité, la compétitivité des entreprises, l'aide au secteur stratégique, je pense que je l'ai déjà mentionné, 300 millions pour l'économie verte, la production et l'achat local également. Et au niveau du marché du travail, c'est la diplomation, l'adéquation entre ceux qui ont perdu leur emploi et les secteurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire santé, technologie de l'information, construction. Alors, je voulais montrer un peu un schéma de la pensée du gouvernement quant à la relance. Alors, d'abord, le premier point, c'est que la relance est conditionnelle à la sécurité sanitaire. Les entreprises, pour investir, embaucher, les consommateurs pour consommer, ont besoin que nous reprenions le contrôle sur l'épidémie. C'est essentiel pour la croissance économique. Il n'y aura pas de relance tant qu'il n'y aura pas de sécurité sanitaire. Et les différents volets de la relance, simplement les rappeler, ce sont l'accélération des infrastructures publiques, et bien sûr, là-dedans, il y a l'Internet haute vitesse, la productivité, la compétitivité des entreprises, la diplomation, l'adéquation de la main-d'œuvre. Ce sont les trois volets qui sont les éléments clés de la relance économique. Maintenant, au niveau budgétaire, alors, nous avons dit que, oui, nous aurons un déficit de près de 15 milliards cette année, 3,5 du PIB, et soit dit en passant, l'estimé demeure malgré le nouveau confinement. Nous sommes confortables. Il y avait une provision de 4 milliards de dollars dans notre estimé de déficit à 15 milliards, et nous pourrons absorber les effets du nouveau confinement. Le déficit de 15 milliards est tributaire de dépenses non récurrentes et de baisse temporaire de revenus. Donc, nous estimons que le déficit structurel du Québec est de l'ordre de 6 à 7 milliards de dollars. Et nous avons établi des grands principes pour le retour à l'équilibre budgétaire. D'abord, les dépenses devront respecter la capacité de payer des contribuables, c'est-à-dire que la croissance des dépenses devra être arrimée avec la croissance des revenus. Nous ne voulons pas alourdir le fardeau fiscal des Québécois, qui est déjà très important. Et là, je fais un lien avec la présentation de Luc qui va suivre. Vous allez voir que nous sommes toujours numéro 1 dans certains domaines. L'accroissement du potentiel économique du Québec, qui est estimé à 1,3 à 1,5 %, nous voulons tout faire pour augmenter la productivité du Québec, l'amener à 2 % et permettre au Québec d'avoir un poids économique dans la fédération plus important que son poids démographique, ce qui n'est pas le cas actuellement. La poursuite des efforts de réduction de dette. Et bien sûr, nous demandons un financement fédéral des soins de santé plus important parce que le fédéral contribue actuellement 22 % des dépenses de santé des provinces. Ça va diminuer dans le temps jusqu'à 19 %. Or, c'est notre poste budgétaire le plus important. Et je tiens à dire que la raison que nous demandons un financement fédéral plus important, ce n'est pas pour le déficit, c'est parce que nous allons faire les investissements en santé nécessaires. Nous allons faire face au vieillissement de la population, l'augmentation du prix des médicaments, les nouvelles technologies. Nous avons des besoins qui font que la croissance de notre plus important poste budgétaire sera de l'ordre de plus de 5 % par année. Et donc, la part du financement du gouvernement fédéral va diminuer. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'elle soit maintenue et accrue.
Là, ici, ça fait longtemps que je cherche une équation pour démontrer la dynamique de l'évolution du poids de la dette dans l'économie du Québec. Et je remercie mon ami et ancien professeur Alain Paquette et tous certains économistes, dont Marc Sirois du ministère des Finances, qui m'ont aidé à illustrer avec une équation simple la dynamique de la dette. Et bien sûr, il y a toute une démonstration en arrière de cette formule de quelques pages qui serait une excellente question d'examen au bac en macroéconomie ou à la maîtrise. Mais l'équation illustre quelques points extrêmement importants. D'abord, il est faux de dire que les taux d'intérêt sont à zéro, que ça ne coûte rien à emprunter. Nous avons plus de 220 milliards de dettes brutes et notre taux d'intérêt moyen sur la dette est de 3,35 % avec une vie moyenne de 11 ans. Et oui, cette année, nous avons emprunté à 1,5 % en moyenne. Mais le taux moyen de notre dette est de l'ordre de 3,25 % et le taux implicite sur les passifs de retraite est plus élevé que ce 3,25 % Et la croissance du PIB nominal à long terme, si on prend 1,5 % de potentiel plus 2 % d'inflation, c'est autour de 3,5 %. On veut l'amener à 4 %. Mais il reste que le terme à droite est stable, mais il est faux de dire que la croissance économique va faire disparaître la dette et le poids des déficits cumulés dans les finances du Québec, dans l'économie. Parce que notre taux d'intérêt n'est pas nul. Il est autour de 3,35. Et l'autre point, dans le terme à gauche de la partie à droite de l'équation, qui est important de dire, c'est que lorsqu'on parle de déficit et surplus budgétaire au Québec, nous excluons les dépenses d'investissement. Et or, le Québec a un plan québécois d'infrastructures publiques extrêmement important parce qu'il y a du rattrapage à faire dans nos infrastructures et nous avons plus de 6 milliards par année d'investissement net en infrastructures publiques. Et ça s'ajoute à la dette. Il faut donc que nos revenus, moins nos dépenses, excluant le service de dette, génèrent un surplus de l'ordre de 6 milliards pour que la dette en fonction du PIB soit stable. Et ça, c'est important. Alors, si on prend le 7 milliards de déficit structurel, qu'on enlève le 3 milliards de contributions au Fonds des générations, on a un déficit comptable structurel de l'ordre de 4 milliards. On retire les paiements d'intérêt de l'ordre de 9 milliards de dollars au Québec, le service de la dette. Eh bien, on voit qu'on a un surplus primaire de l'ordre d'approximativement 5-6 milliards qui correspond à nos investissements publics. Et donc, le terme à gauche, à droite de l'équation, est stable aussi. Mais tout ça pour dire que oui, notre dette en fonction du PIB, avec un déficit structurel de 6 milliards de dollars, est stable. Et c'est ce que nous montrons dans les documents budgétaires. Mais pour reprendre la diminution de la dette, du poids de la dette dans le PIB, dans l'économie, il faudra engendrer des surplus primaires plus importants. Et ça, on n'en sort pas. Ça va prendre des revenus qui augmentent plus vite que les dépenses de portefeuille du gouvernement. Alors voilà pour l'équation et la dynamique de la dette. J'en arrive aux grandes questions qui seront posées lors de la consultation prébudgétaire. Alors, nous vous demandons quelles devraient être les priorités du gouvernement pour son prochain budget, quelles devraient être les actions qui devraient être priorisées pour accélérer la relance de l'économie. Pour le retour à l'équilibre budgétaire, quelle période, quelle durée favorisez-vous? Dans le cadre des efforts pour le retour à l'équilibre budgétaire, quelles actions devrions-nous prioriser? À quel moment les efforts du retour à l'équilibre budgétaire devraient-ils être augmentés? Est-ce que c'est lorsque nous serons revenus au plein emploi, lorsque nous aurons atteint le potentiel économique du Québec,
Est-ce que ça devrait être immédiatement? Alors, on demande à quel moment augmenter les efforts, puisqu'il est fort probable que nous ne pourrons rencontrer les cibles de dette en vertu de la loi sur le Fonds de génération et la gestion de la dette. De quelle façon devrions-nous réviser cette cible? Et finalement, quels sont les engagements du gouvernement qui doivent être réalisés en priorité? En conclusion, j'aimerais vous dire simplement chaque chose en son temps, c'est-à-dire que la priorité actuelle, c'est vraiment de contrôler l'épidémie et j'en fais appel à la solidarité, à notre résilience, à notre devoir civique de tout faire pour aider à contrôler la pandémie. Bien sûr, le gouvernement sera là pour continuer de soutenir les Québécois et les entreprises. C'est notre rôle. On voit avec le fait que nous allons pouvoir vacciner dans le premier trimestre les personnes à risque, les employés du réseau de la santé, on voit l'espoir, on est positif pour la relance au printemps. Et donc, après l'épidémie, après le soutien, viendra l'effort de relance et nous avons déjà identifié les priorités. Et finalement, après toutes ces étapes, viendra la nécessité du retour à l'équilibre budgétaire et de diminuer le poids de la dette dans l'économie du Québec. Et c'est au budget que nous allons tracer la voie, montrer le chemin pour ce retour à l'équilibre budgétaire. Alors, je m'arrête ici. J'espère que j'ai respecté le temps et je suis prêt à répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, M. Gérard. On va vous laisser une petite minute pour être en mesure de voir votre binette. Oui, c'est ça, c'est mieux comme ça. On peut échanger et vous voir. Évidemment, vous l'avez dit, vous vous êtes donné de la marge pour être en mesure de faire face aux contre-coups, aux autres contre-coups qui pourraient subvenir. Et là, on amorce un nouveau confinement. Savez-vous déjà, sur les 4 milliards, par exemple, que vous avez mis de côté, quel va être l'impact du confinement sur l'économie et combien vous pensez devoir utiliser de ce 4 milliards-là? En fait, vous me posez la question là, que je me pose depuis 3 jours. C'est une obsession. Et il y a beaucoup de monde au ministère qui a travaillé cette semaine sur cette question. Le confinement que nous allons vivre en janvier, que nous vivons déjà en partie et qui va s'accélérer, du même ordre qu'avril dernier, mais nous nous sommes adaptés. C'est-à-dire que les programmes d'aide sont en place déjà. Les entreprises ont augmenté leur capacité de télétravail, le commerce en ligne, et nous gardons la construction et le manufacturier partiellement ouverts cette fois-ci. Donc, l'impact sera moindre que lors du confinement du mois d'avril dernier. Et nous estimons que l'impact sera de l'ordre de 1 à 2 % du PIB en termes nominaux annuels sur l'année 2021. Et au niveau des finances publiques, 1 à 2 milliards, et ça, ce sera dans l'année fiscale courante, c'est-à-dire celle qui se termine au 31 mars 2021. Donc, 1 à 2 % de PIB et 1 à 2 milliards d'impact sur les finances publiques. Donc, vous avez déjà un portrait relativement clair sur cet aspect-là. Ce matin, parce que vous parlez justement de l'effet sur le PIB, des entreprises qui se sont adaptées, ce matin, on voyait la publication des chiffres de l'emploi et on voyait que le Québec fait surprenamment très, très bien. Donc, avec 6,7 % de chômage, est-ce que c'est parce que les chômeurs québécois sont plus fatigués et ont décidé finalement de ne plus être à la recherche d'emploi, ou c'est parce qu'on sent vraiment une certaine reprise, ou on dirait plutôt une adaptation dans le contexte de la crise? Bien, je vous dirais que, en toute honnêteté, je pense que le taux de chômage est un mauvais indicateur,
particulièrement aujourd'hui, parce que le taux d'activité a baissé de façon importante entre novembre et décembre. Alors, si je me concentre sur l'ensemble de l'année, nous sommes à 97 du niveau d'emploi que nous avions au mois de février. C'est donc dans les circonstances de la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, plutôt positif. Il reste approximativement 120 000 personnes qui n'ont pas l'emploi qu'ils occupaient au mois de février. Et là, il va falloir travailler. Et puis, il y aura d'autres pertes d'emploi en janvier associées au commerce de détail. Donc, il va falloir s'assurer l'adéquation entre ce 100 000, 100 à 200 000 personnes qui ne retrouvera pas son emploi après l'épidémie, les aider à se requalifier. Puis ça va être très important. Mais dans l'ensemble, étant donné ce à quoi nous avons fait face, l'économie, l'emploi et les finances publiques sont en meilleure posture que prévu. Donc, on peut dire qu'on est résilient. Ceci dit, il y a quelqu'un du public qui nous demande si le confinement comme ça continue, est-ce que vous avez listé là, une série de mesures à la fois que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont mis de l'avant pendant la première partie de la crise? Est-ce que vous pourriez mettre d'autres mesures de l'avant? Et un des exemples donnés, c'était par exemple des mesures d'aide pour des étudiants qui ont gradué, qui doivent commencer à rembourser leurs prêts d'études au gouvernement du Québec. Définitivement que les prêts et bourses, on a fait des gestes importants en 2020 et s'il faut en faire d'autres en 2021, ce sera le cas. Je vous dirais que les programmes sont en place, mais il faut regarder s'il y a des ajustements nécessaires à faire pour les rendre plus performants. On est ouvert à faire des modifications à la marge pour s'assurer que nos programmes de soutien font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire aider les Québécois et les entreprises. Une autre question qui vient du public qui dit, sans augmenter le fardeau fiscal, est-ce que ce ne serait pas justement un bon moment pour réfléchir à la fiscalité, à l'efficacité de la fiscalité dans son ensemble, justement avec un souci de neutralité, sans, on le répète, c'est drôle 2 fois, sans augmenter le fardeau fiscal? Est-ce que, par exemple, plus d'éco-fiscalité et moins d'impôts sur le revenu serait quelque chose qui serait potentiellement envisageable pour votre gouvernement? Bien, oui. Il faut toujours regarder l'optimisation de notre régime fiscal et c'est certain que le fardeau fiscal total des Québécois est important. Est-ce qu'il pourrait un jour, et puis je pense que ça a déjà été mentionné, y avoir plus de taxes sur la consommation, moins d'impôts sur le revenu? Au niveau des entreprises, c'est déjà commencé. On a introduit l'amortissement accéléré, c'est-à-dire qu'on a le crédit d'impôt à l'investissement, la déduction incitative pour la commercialisation des innovations, c'est-à-dire qu'on réduit le taux effectif d'imposition des entreprises sur les nouveaux investissements parce qu'on veut justement aider le Québec à rattraper son retard sur les investissements privés, notamment par rapport à l'Ontario. Une autre question du public, puis on en avait parlé un peu lorsque vous étiez venu au symposium en septembre dernier. Est-ce que la pandémie est une raison suffisante pour piger dans le fond des générations, selon vous? Bien, en fait, ce que j'ai tenté de démontrer, puis je ne sais pas si j'ai bien réussi avec mon équation. Là, qui était somme toute complexe, mais qu'on a compris. J'ai vraiment essayé de vous donner l'équation la plus simple possible. Je vous ai épargné la démonstration, mais le Fonds des générations est nécessaire parce que nous avons des investissements en infrastructure importants à faire au Québec. Et donc, lorsque nous sommes à l'équilibre budgétaire, c'est seulement d'un point de vue opérationnel. Les anglophones disent OPEX, CAPEX, c'est-à-dire lorsqu'on inclut les dépenses d'investissement, nous sommes en déficit, d'où l'importance de faire des surplus comptables ou de contribuer au Fonds des générations. Alors, le Fonds des générations est extrêmement utile pour le Québec, pour réduire le poids de la dette
et faire face notamment à l'augmentation du poids de la dette qui est associée aux investissements en infrastructure. Est-ce que je comprends dans ce que vous venez de nous dire que finalement, ce n'est pas dans votre intention de retarder ou de diminuer les contributions du gouvernement au Fonds des générations? Vous comprenez bien, oui. D'accord. Une autre question, donc, est-ce que ce sont en fait, quel est le principal ou les principaux risques qui vous inquiètent le plus et qui pourraient empirer la situation fiscale du Québec et comment on peut collectivement tenter d'atténuer ces risques-là? Bon, je vous dirais que, vous savez, la fiscalité ou les revenus, c'est lié à la croissance économique. Alors, tous les risques associés à la croissance économique, comme une diminution... Le Québec est une petite économie ouverte qui bénéficie énormément de son intégration dans l'accord de libre-échange nord-américain. 500 millions, nous sommes 8,5 millions de personnes, 500 millions de personnes dans l'accord de libre-échange. Donc, toute restriction du commerce extérieur, difficulté, n'est pas à l'avantage du Québec. Ça, c'est indéniable. Notre pression va continuer au niveau... nous allons continuer à faire avec le vieillissement de la population, les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, la pression sur les dépenses en santé va se maintenir. Alors, c'est important d'en venir à une entente avec le gouvernement fédéral sur un financement récurrent de la santé. Mais notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que l'économie du Québec performe à son plein potentiel, qu'elle est productive. Et si nous réussissons à augmenter le PIB potentiel du Québec de 1,5 à 2 % avec l'éducation, l'investissement des entreprises, l'augmentation de l'offre de travail, il va y avoir des bénéfices au niveau des finances publiques. Vous l'avez dit, c'est intéressant parce que vous parlez de cette croissance économique. Vous nous avez présenté dans une de vos slides justement les 3 piliers, mais au niveau des secteurs économiques, les secteurs économiques ne sont pas tous égaux. Est-ce que vous comptez justement soutenir, on passe à l'industrie de l'aérospatiale qui est là relativement dure ces jours-ci, il faut se le dire. Est-ce que vous pensez soutenir davantage des secteurs plutôt que d'autres? Oui. Lorsque j'ai utilisé l'expression secteur stratégique, c'est exactement ce à quoi je faisais référence. L'aéronautique, l'aluminium, les sciences de la vie. Et vous savez, ça, c'est le rôle du ministre de l'Économie, de travailler avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a réservé des sommes pour la relance économique et nous allons tenter de les influencer à venir nous aider dans nos secteurs stratégiques. Et pour le Québec, il y en a d'autres, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information, mais sont mentionnés spécifiquement aluminium, aéronautique, sciences de la vie. D'accord. Et justement, dans cette perspective-là, il y a un des participants qui dit justement que vous nous avez parlé dans les consultations prébudgétaires, quels engagements du gouvernement devraient être réalisés en priorité. Et cette personne-là nous demande, plutôt avec la pandémie, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt revoir certains engagements? Donc, j'imagine en accélérer ou en décélérer certains, mais est-ce que vous êtes ouvert à revoir l'ordre des priorités que vous avez mis en place déjà avec la mise à jour économique et avec la présentation que vous nous avez faite aujourd'hui? Bien, d'abord, vous savez, je suis un ancien cambiste, arbitragiste. J'ai pas peur de changer d'avis. Si on me convainc que les infrastructures publiques, la requalification de la main-d'œuvre, la productivité et la compétitivité des entreprises ne doivent pas être les priorités, je suis ouvert, mais je vous dirais qu'on a eu plusieurs débats à l'interne au sein du groupe des priorités économiques et nous avons mis des fonds importants. Ce déploiement-là va se faire cette année, mais surtout l'an prochain.
Oui, il y a la relance verte, il y a la substitution des importations, la production locale. Ce sont d'autres éléments importants. Vous savez, le schéma n'est pas exclusif, mais je pense qu'il témoigne de ce qu'on veut faire. Accélérer les infrastructures, améliorer l'adéquation de la main-d'œuvre, accélérer la productivité et la compétitivité des entreprises. Bien, je pense que c'est ça, ça fait le tour de vos priorités. Il y avait une question qui restait. Vous nous avez dit dans votre présentation que vous souhaitez évidemment que les revenus augmentent. Vous avez cet objectif de faire croître l'économie d'1,5 % et il ne faut pas que les dépenses augmentent plus vite que ces revenus-là. Mais on le sait, dans une reprise, parfois, il peut y avoir certains défis. Est-ce que vous pourriez considérer de limiter les dépenses dans certains secteurs, parce qu'on a évidemment tous en tête de revenir à l'équilibre zéro en faisant des gros compromis ou en faisant des coupures qui pourraient faire mal à long terme? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous écartez ou c'est quelque chose qui reste sur la table à dessin? D'abord, je pense que dans l'immédiat, nous allons continuer de dépenser. Là. Il faut renforcer le système de santé. Et puis, vous savez, lorsque la pandémie va être finie, il va falloir rattraper les chirurgies, les traitements qui n'ont pas eu lieu. Alors, on va continuer à renforcer la santé. On va continuer à vouloir rattraper rapidement le potentiel de l'économie qui a été l'output gap qui va s'être ouvert entre le niveau de l'économie et son potentiel. Alors, à court terme, le niveau de dépenses va demeurer élevé. Mais ce que j'ai voulu montrer dans l'équation, puis c'est indéniable que pour revenir à l'équilibre budgétaire, si nos revenus croissent en moyenne à 4 % par année, mais il faudra que les dépenses augmentent de 3 à 3,5 % à long terme pour que l'écart entre la croissance des revenus et des dépenses nous ramène à l'équilibre et ferme ce déficit structurel de 6 à 7 millions. Bien, Éric Girard, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question qui est plus logistique. Si les gens veulent contribuer, est-ce que les questions sont déjà en ligne sur le site du ministère des Finances? Alors ça, je pense que le communiqué de presse était synchronisé avec notre événement et que les questions seront en ligne lundi, mais je laisse les détails de la logistique à mon équipe. Mais très bientôt, vous pourrez, si les 1000 personnes qui nous écoutent aujourd'hui pouvaient répondre aux questions en ligne sur le site du ministère, ce serait extrêmement apprécié. Bien, on leur donne la fin de semaine pour y réfléchir, puis comme ça, en début de semaine, ils pourront contribuer. Voilà. Merci beaucoup, Éric Girard, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine. Merci. Luc, on voit que les défis sont vraiment très, très grands et que, évidemment, la crise sanitaire a comme accéléré les défis, puis mis en relief aussi certains enjeux, certaines faiblesses, certaines forces de nos systèmes. J'imagine que c'est la même chose au niveau fiscal, mais dans le cas du bilan de cette année, on ne va pas nécessairement voir tout ça tout de suite. Non, c'est ça. Ce qui est bon de préciser, dans le fond, c'est que le bilan, pour être capable de comparer les juridictions les unes avec les autres, ça prend des chiffres. Oui, effectivement. Et on a beau dire que c'est le bilan, l'édition 2021, les dernières données disponibles pour se comparer, c'est l'année 2019. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le bilan de cette année va donner le portrait de la situation qui prévalait immédiatement avant la crise de la COVID. Donc, ça va nous servir dans les prochaines années pour voir les effets de la crise de la COVID sur la fiscalité. Mais là, dans le bilan de la fiscalité, on va parler de certaines initiatives, annonces fiscales en lien avec la COVID, mais les données comparatives excluent tout élément de COVID. Donc, ça veut dire que les gens qui se procureront le bilan vont voir qu'il y a un encadré qui présente, puis vous avez été, d'ailleurs, on y faisait référence tantôt dans les capsules de départ, l'Acheur a été une des organisations qui nous a permis de suivre à chaque fois qu'il y avait des modifications et tout ça. Donc, on va voir le portrait, mais ça ne sert pas à comparer, c'est ce qu'on comprend. C'est exact. Alors, Luc, je te laisse aller et je vais t'interrompre à l'occasion quand j'aurai des petites questions comme ça. Ça va nous permettre en même temps de peut-être susciter d'autres questions de la part du public qui, je dois te le dire, collabore énormément. On a eu vraiment beaucoup de questions. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Bien, c'est parfait. Et oui, ça va me faire plaisir à la fin de répondre aux questions du public. Puis j'aimerais remercier le ministre des Finances de s'être prêté à cet exercice-là également. C'est toujours très apprécié. Alors,
quelques faits saillants, dans le fond. On va vous montrer les faits saillants de l'année, toutes les annonces fiscales qui ont été faites en 2020. Naturellement, je ne peux pas tous les reprendre ici. Je ne peux pas parler ici, je ne parlerai pas, mais dans le document, on va voir les éléments COVID, comme on vient de le souligner. Mais il y a eu aussi une série d'annonces qui étaient sans lien avec la pandémie. Donc, si on recense ça de manière un peu globale, dans le contexte canadien, il y a eu beaucoup d'annonces de réduction de taux d'impôt sur les sociétés qui ont été faites dans plusieurs provinces canadiennes. Du côté de l'impôt sur le revenu des particuliers, on observe en Colombie-Britannique l'ajout d'un nouveau taux pour les hauts revenus. Mais vous verrez tantôt que quand même la Colombie-Britannique a quand même une charge fiscale qui est quand même assez faible. Et on voit du côté des impôts sur les salaires des augmentations de seuil d'exonération pour les entreprises, particulièrement en Ontario et au Manitoba. Du côté de l'impôt sur le patrimoine, ça peut sembler abstrait, les impôts sur les patrimoines. On parle surtout d'impôts fonciers. Bien là, il y a eu pour les entreprises, encore une fois, des plafonds d'impôts fonciers qu'on a pu observer. Puis du côté des impôts à la consommation, bien, on a inclus dans les éléments taxables tous les produits autour du vapotage. Ça, dans plusieurs provinces, ça a été ajouté. Puis là, du côté québécois, bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une certaine continuité qui a été faite dans les éléments sans lien avec la COVID. Donc, il y a eu la poursuite de la réforme de la taxation foncière scolaire. Oui. Mais dans le cas de la COVID, on l'a même accélérée. Et donc, elle est terminée, cette réforme de taxe foncière scolaire. Il y a eu des mesures pour améliorer l'innovation des sociétés québécoises. Il y a eu une réforme puis une bonification du soutien fiscal pour les proches aidants. Donc, tout ça, on peut retrouver une synthèse de ces éléments-là. Mais qui dit bilan de la fiscalité dit évidemment regard sur le poids de la fiscalité. Je le répète, quand on va faire nos comparaisons, on parle de l'année 2019, immédiatement avant la crise de la COVID. Parce qu'on a besoin de tous les chiffres. On a besoin de tous les chiffres. Et au Québec, tous les chiffres, ça veut dire qu'on additionne tous les recettes fiscales de l'ensemble des administrations publiques au Québec, le fédéral, le gouvernement du Québec, les collectivités locales, les régimes de pension RRQ, RPC, on arrive à 179 milliards de recettes fiscales collectées. Ça, c'est le chiffre. Ce chiffre-là est en hausse de 9 milliards par rapport à l'année précédente. Donc ça aussi, c'est important de le garder en tête. Puis quand on veut le décortiquer, bien, si on dit, on voit la première ligne, là, l'élément de recettes fiscales le plus important, c'est les impôts sur le revenu des particuliers, le tiers de recettes fiscales, 62 milliards. Puis si on le regarde dans l'autre sens, par administration, bien, c'est le gouvernement du Québec avec 88 milliards qui prélève pratiquement la moitié des recettes fiscales prélevées au Québec. Le gouvernement fédéral est plus modeste avec un tiers, les collectivités locales avec 9 % puis le régime des rentes complète avec un autre 9 %. Donc, 179 milliards, c'est ce qu'on va chercher à comparer pour voir est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, comment ça évolue. Donc, si on veut le mesurer en proportion de notre économie, ça représente 38,9 % de notre économie qui sont des recettes fiscales. C'est le poids des recettes fiscales. Donc, encore une fois, est-ce beaucoup? Est-ce plus qu'ailleurs? Est-ce plus qu'avant? C'est ce qu'on va chercher à décortiquer. Je suis sûr que ces interrogations-là sont posées par de nombreuses personnes. Oui, mais c'est le but de l'opération. C'est le but de l'opération, ça se retrouve dans le bilan de la fiscalité. Et là, quand on fait ce genre de bilan-là à chaque année, des fois, on se fait reprocher de dire « Mais vous mettez trop d'emphase sur la fiscalité, puis pas sur les services publics. » Oui, parce qu'effectivement, au Québec, on sait qu'on a une offre de services publics qui est différente d'autres provinces canadiennes. Tout à fait, mais c'est un bilan de la fiscalité. Fait que c'est sûr qu'on accorde plus d'importance à la fiscalité. C'est pas le bilan des services. Mais on fait à la chaire, en juin, un panorama des finances publiques où là, on regarde les services publics. Mais cela dit, c'est vrai qu'on a des recettes fiscales, et oui, elles sont plus élevées que dans la moyenne canadienne, et plus élevées que dans la moyenne de l'OCDE. Donc ça, c'est vrai, mais en échange, on a aussi plus de dépenses publiques que dans la moyenne de l'OCDE, puis plus de dépenses publiques que dans la moyenne canadienne. Voilà, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Et ça, il faut le garder en tête, parce qu'à la fin, je vais vous revenir, qu'est-ce que ça fait avoir plus de recettes publiques puis plus de dépenses publiques en proportion de notre économie? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous nuit? On va ramener avec une note positive un peu à la fin à cet égard-là. Et là, si on se compare, donc là, on peut se comparer 2019, le poids de la fiscalité, si on insère le Québec, recettes collectées par l'ensemble des administrations publiques, je le répète, on est, dans le fond, au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. La moyenne, elle serait de 33,9. Nous sommes à 38,9, donc nous sommes 5 points au-dessus.
Nous sommes dans le tiers supérieur. Et alors que le Canada, pris dans son ensemble, est plutôt à la moyenne de l'OCDE. Donc ça, c'est une première distinction. On se rend compte qu'on n'est pas loin, là, on parle souvent des comparaisons avec les pays du nord de l'Europe, plus sociodémocrates et tout ça. On répond souvent que, on est beau être en Amérique du Nord, on a un poids de la fiscalité qui est à l'européenne, à tout le moins. Donc ça, il faut le reconnaître. Et là, on s'est amusé. On s'est dit, oui, mais cette moyenne-là, qu'est-ce qu'elle vaut, la moyenne de l'OCDE? Donc là, on a dit, si on enlevait les pays que le FMI ne considère pas avancés, économiquement avancés. Donc, si on enlève le Chili, la Colombie, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Turquie, puis si on enlève les petits pays de moins de 3 millions d'habitants, est-ce que la moyenne se déplace? Et oui, la moyenne se déplace. Elle s'en irait plutôt, avec ce groupe de pays, elle s'en irait plutôt à 35,8. Donc, à mi-chemin entre le Canada serait sous cette nouvelle moyenne-là, et le Québec serait toujours au-dessus. Donc ça, c'est important. Donc, le choix des pays pour se comparer, ça va influencer. Évidemment, vous avez choisi l'OCDE parce que c'est 30 pays. C'est 30. On est rendu à 37 ou 38. Oui, ça change. Il s'en rajoute à chaque année. Il s'en rajoute à chaque année, mais c'est une trentaine de pays qui sont normalement quand même un bon barème, là. Tout à fait. Donc, nous, on revient à l'ensemble des pays là, pour les fins de l'exercice. Mais je voulais vous montrer l'effet que ça pouvait avoir. Et puis, si on se compare aux provinces canadiennes, bien là, sans surprise... C'est important parce que c'est nos voisins. C'est ça, c'est nos voisins. Sans surprise, bien, depuis 1982, c'est au Québec que le poids de la fiscalité est le plus élevé. Le ministre a souligné tantôt, numéro 1, bon, je ne sais pas si le poids, c'est numéro 1 ou numéro 10, mais en fonction de plus de fiscalité, qui veut dire plus de services publics, c'est ici où la présence dans l'économie de la fiscalité est la plus significative. Et là, est-ce que ça augmente? Oui, parce que c'est ça la question. C'est ça la question. Et là, le graphique manifestement n'a pas d'ambiguïté. Non, c'est assez clair. Toi qui as fait de la politique au début des années 2000, on était en période où le poids de la fiscalité diminuait. Donc, il y avait une pression. Il y avait une pression sociale puis une pression fiscale à la baisse. Exact. Et on a vu ça durant les années 2000. Mais depuis la grande récession de 2008, le poids est à la hausse année après année. Et même là, entre 2018 et 2019, il y a un 0,4 qui vient de se ajouter. Et puis si on regarde ce portrait-là, 2019, c'est l'année où le poids était le plus élevé, à part l'année 2000. Fait que c'est la deuxième année, dans les 20 dernières années, où avec le poids le plus élevé. Est-ce qu'on peut déjà prédire que avec 2020, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, est-ce qu'on sait que donc les dépenses vont augmenter, mais est-ce que la pression fiscale va aussi augmenter? Est-ce qu'on peut tenter de faire un peu de futurologie? Mais ma gang me dit de ne pas répondre à ça puis d'attendre le bilan de l'année prochaine. Mais juste pour mettre l'eau à la bouche. Si on avait un petit 2 $ à parier, je pense que c'est un indicateur, ça, c'est recettes fiscales divisées par le PIB. Le PIB, d'après moi, c'est contracté davantage que les recettes fiscales, donc l'indicateur sera à la hausse, probablement pour 2020. Et là, il y aura un encadré dans le prochain pour bien expliquer les causes de l'augmentation du bilan, du poids de la fiscalité, si hausse il y a. Donc, exactement. Mais suscitons l'intérêt pour l'année prochaine. C'est ça, exactement. On suscite, là, comme on sème un peu. C'est ça. Et là, on dit, bien, ça augmente ici, manifestement, au Québec, mais est-ce que c'est le cas dans les autres provinces? Et dans les 10 autres provinces, bien, dans les 10 provinces, y compris le Québec, le poids de la fiscalité depuis la dernière grande récession est en augmentation. Donc, le Québec ne fait pas figure d'exception. Ça augmente dans toutes les provinces. Même que dans les autres provinces, ça augmente un peu plus parce que l'écart Québec-reste du Canada s'est un peu résorbé au cours de la période. Donc, ça, il faut le garder en tête. Je reviens sur l'idée d'augmentation par rapport à l'année précédente, donc 2019 par rapport à 2018. On a dit 0,04 % au Québec, 0,04 points de pourcentage d'augmentation. Il y a 6 provinces où le poids de la fiscalité a augmenté entre 2018 et 2019. Il y a 2 provinces où ça l'a baissé, puis il y a 2 provinces où ça n'a pas changé. Donc, il faut comprendre que ça a augmenté un petit peu plus dans certaines autres provinces qu'ici. Maintenant, je vais essayer de décortiquer ce 0,04-là est causé par qui, entre guillemets? On ne cherchera pas un coupable, mais causé par qui? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec? Est-ce que c'est les municipalités? Est-ce que c'est le régime de rente du Québec? Bien, le 0,38, il est causé par le 2 tiers, à peu près, 0,25 du 0,38, par le gouvernement fédéral, qui a augmenté ses prélèvements, donc en proportion de l'économie. Du côté du Québec aussi, ça a augmenté de 0,17 par rapport à l'économie. Mais le gouvernement du Québec, en toute transparence, a aussi réduit les taxes foncières scolaires qui réduisent le local de 0,14. Donc,
Ça se balance. Ça s'équilibre pratiquement. Puis le dernier petit point, qui est le régime des rentes du Québec, qui augmente de 0,11, il faut se rappeler que l'ensemble des provinces, avec le gouvernement fédéral, ont choisi de bonifier le régime de pension du Canada et des rentes du Québec. Et en le bonifiant, on va avoir plus de prestations plus tard, mais maintenant, on cotise davantage, ce qui explique le 0,11 aussi ici. J'ai une petite question qui a l'air peut-être... je suis pas une spécialiste. Quand on augmente à chaque début d'année les tarifs à l'IPC, là, par exemple, est-ce que ça vient changer les indications? Ça veut dire qu'on va chercher plus, mais vous le mettez en dollars neutres? Bien là, nous, on le met en proportion du PIB. Donc, si les recettes augmentent au même rythme que le PIB, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'impact. Ça veut donc dire quand notre ratio augmente, ça veut dire que les recettes fiscales ont augmenté plus que la croissance du PIB. Exactement. Donc, ça peut être parce que les années vont super bien, puis ça peut être à l'autre extrême parce que ça va super mal puis l'économie se contracte. Donc, sinon, ça devrait aller au même rythme. Donc, ça, c'est un peu l'explication. Maintenant qu'on a vu le portrait un peu global, on peut aller voir impôt par impôt. On ne pourra pas y aller impôt par impôt parce qu'on ne s'est pas donné assez de temps. Mais si on y allait pour prenons l'impôt sur le bénéfice des sociétés. T'sais. Essayons de voir comment ça évolue. Puis je sais que souvent, les gens vont dire les sociétés payent moins d'impôts qu'avant. Le taux d'impôt des sociétés est plus faible qu'avant. Le taux d'impôt des sociétés est manifestement plus faible qu'avant. On a pris un très long horizon ici, là, de 1981 à 2019. En 1981, le taux général d'imposition des sociétés au Québec, Québec-province, plus le taux fédéral, c'était 50 passé. On est rendu à 26,5 en 2020, pardon. Et donc, oui, le taux a baissé. Il a suivi la tendance de l'OCDE où aussi le taux a baissé, même que le taux de l'OCDE en 2019 est plus bas que le taux du Québec. Donc, manifestement, le taux a baissé. Est-ce que c'est suffisant pour dire que les recettes fiscales prélevées auprès des sociétés a baissé? Ça dépend. Si ces baisses de taux-là se sont faites dans le cadre de réformes où on baisse de taux, mais on élargit ce qui est imposable, peut-être que non. Puis là, ce que je vous montre ici, c'est que les taux ont manifestement baissé, mais le poids des impôts sur les bénéfices des sociétés en proportion de l'économie, lui, a augmenté, plus au Québec même, que dans la moyenne de l'OCDE, mais dans les deux cas, ça augmente. Au Québec, là, on est passé en 82 de 1,8 du PIB, ce que représentaient les recettes de l'impôt sur les profits des entreprises, à 4,5 pour l'année 2019. Donc, manifestement, les entreprises, en importance de notre PIB, contribuent plus qu'avant. Et si on regarde maintenant, quand on se compare sur cette dernière année-là, 2019, notre 4,5, bien, il est un peu plus élevé que la moyenne canadienne, qui est 4,2, mais tant le Canada que le Québec est clairement au-dessus de la moyenne de l'OCDE, qui est de 3 %. Puis dans la comparaison Québec-reste du Canada, bien, on est à 4,7. On peut dire qu'on n'est pas trop loin de la moyenne de 4,2, mais on est la deuxième province, après l'Ontario, avec le poids de l'impôt sur les profits le plus significatif. Là, c'est sûr, quand on dit ça, est-ce que, tu sais, puis le ministre va être sensible, le ministre qui est censé continuer de nous écouter pendant cette présentation-là, me dit, ça prend des bonnes nouvelles. Donc, des bonnes nouvelles, c'est, est-ce que ce poids de la fiscalité-là a un effet défavorable sur le climat d'investissement? Oui. Ça reste vraiment important. Et les gouvernements ont mis en place un climat des investissements relativement favorable. Puis pour le voir, il faut prendre le taux effectif marginal d'imposition de l'investissement. Ou là, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est si vous décidez de faire un nouvel investissement, quel est votre rendement attendu sur ce nouvel investissement-là? Et quelle est la ponction fiscale sur le rendement attendu par votre nouvel investissement? Donc, est-ce que ça vaut la peine? C'est ça. Fait que si mon nouvel investissement est supposé me rapporter 100 $ en profit, puis que la fiscalité en accapare 20, ça veut dire que c'est 20 de mon rendement sur l'investissement qui disparaît par la fiscalité. Puis dans la fiscalité, ici, avec le taux effectif marginal d'imposition de l'investissement, ce qu'on entend, c'est impôts sur les profits, les impôts sur les intrants, les diverses autres taxes et même taxes sur le capital. Donc, c'est plus large que juste l'impôt sur le bénéfice. Et là, on voit le Québec performe bien. Notre taux est plus bas que le taux canadien. Notre taux est plus bas que la moyenne de l'OCDE. Puis il est même plus bas que notre principale province compétitrice, l'Ontario. Donc, là-dessus, ça va plutôt bien. Et dans
c'est ce que je disais, c'est le genre d'indicateur que le ministre aime voir et aime dire aux entreprises, vous avez un bon climat d'investissement. Ça veut dire que les entreprises qui, aujourd'hui, se questionnent si elles doivent aller de l'avant avec des innovations et tout ça, bien là, ce qu'on leur dit, c'est ça vaut la peine d'investir en innovation au Québec parce que ça vous coûte moins cher que dans la moyenne canadienne et moins cher qu'en Ontario. Tout à fait. Donc, c'est ça la logique de cet indicateur-là. Donc, là-dessus, c'est la bonne nouvelle. On peut regarder aussi du côté des impôts sur la consommation. Mm-hmm. Et pendant qu'on est aux impôts sur la consommation, je pense qu'il faut en profiter. J'aurais pu lever ma tasse, lever notre verre. C'est le 30e anniversaire de la TPS. Le 1er janvier. Vrai, on l'a fêté. Donc, premier anniversaire, c'est un beau leg de la réforme Wilson du gouvernement Mulroney. Et là, on va essayer de voir, dans cette perspective-là, comment évoluer la fiscalité à l'égard de la consommation. On a tendance à penser que les impôts à la consommation augmentent tout le temps. Au Québec, on en paie de plus en plus. Mais lorsqu'on compare 1991, qui est l'année de l'entrée en vigueur de la TPS, à aujourd'hui, le poids des impôts à la consommation dans l'économie québécoise est plus faible qu'il ne l'était en 91. Et du côté de l'OCDE, c'est plus élevé, évidemment, ils ont fait le contraire que nous, et c'est plus élevé que ça ne l'était en 91. Donc, nous, là, le poids des impôts à la consommation a diminué durant cette période-là. Là, il y a quelque chose, peut-être que c'est... Mais c'est pas juste les taxes, c'est pas juste la TPS TVQ, ça comprend les droits de douane, ça comprend l'ensemble des taxes sur les assurances, ça comprend l'ensemble des taxes ou les droits d'accise ou les taxes spécifiques sur l'essence et tout ça. Donc, mais nous, ce poids-là dans l'économie a diminué. Je comprends. Pendant qu'ailleurs, ça l'augmentait. Parce que j'avais de la difficulté à comprendre parce qu'on se souvient que le gouvernement un peu avait laissé aller 2 points de TPS, puis on l'a repris. Donc, on aurait pu croire qu'il y aurait eu une hausse. Oui. Mais non, mais tout pris ensemble. C'est pour ça qu'on dit impôt avec un S à la consommation. C'est ça. C'est important de faire la nuance. C'est important. Ça veut dire qu'il reste peut-être de l'espace si des gens ont besoin de recettes additionnelles. On dit ça. Oui, on dit ça de même. On dit rien. Bon, maintenant, on va aller voir un autre élément où les gens disent ça n'a pas de bon sens, c'est trop élevé. On va regarder les taxes sur l'essence. Mm-hmm. Donc, les taxes sur l'essence au Québec, là, si on prend le prix du litre de l'essence avant taxe, puis qu'on regarde le poids des taxes sur ce prix de l'essence-là avant taxe, c'est 91,4 %. On pourrait dire que ça a été épouvantable, ça n'a pas de maudit bon sens. L'ensemble des taxes, TPS, TVQ, taxe d'accise fédérale, taxe sur l'essence du Québec, on additionne tout ça, et là, on arrive, y compris le SPED, là, on additionne tout ça, on arrive à 91,4 %. Mais c'est plus bas que dans une majorité de pays de l'OCDE, là. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. C'est sûr que c'est plus haut que notre voisin états-unien, qui est le plus bas, mais pour le reste, c'est quand même plus bas qu'une majorité de pays. Donc, ça, il faut quand même l'avoir en tête. Donc, si on veut modifier les comportements dans le cadre de respecter nos engagements environnementaux, modifier les comportements, faire des modifications à la fiscalité, même à coût nul, il y a peut-être un petit peu d'espace du côté de l'éco-fiscalité. Puis ça, donc ça deviendrait... C'est pour décourager la consommation en même temps. Bien, décourager la forte consommation d'essence, mais on peut prendre cet argent-là puis faire des baisses d'impôts avec... Ou des transports collectifs. Ou des transports collectifs, ou équilibrer le budget. Exact. Les sources sont multiples. Donc, maintenant, on va regarder notre manière de prélever les recettes fiscales. Donc, la manière de prélever les recettes fiscales, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on fait ça de la même façon que les autres. Et là, on a un indice sur 38. 38, c'est les pays de l'OCDE, donc 37 pays de l'OCDE plus le Québec. Puis on essaie de voir à quel rang nous sommes. 1, c'est le rang le plus élevé. Ça veut dire que c'est là qu'on utilise le plus une assiette. OK. Et là, on constate avec les 4 premières assiettes qu'on est quand même plus proche du 1 que proche du 38. Donc, on a tendance à surutiliser les 4 premières assiettes, impôt sur le revenu, impôt sur les salaires, impôt sur le patrimoine et impôt sur le bénéfice des sociétés. À l'autre extrême, les 2 dernières assiettes, on a tendance à les sous-utiliser. Donc, on est sous la moyenne de l'OCDE, donc impôt à la consommation et cotisation sociale. Juste pour donner un ordre de grandeur, là, à l'impôt sur le revenu, on utilise 66 % plus que la moyenne de l'OCDE, cette assiette-là, en termes de poids dans l'économie. Wow. Okay. Puis aux impôts à consommation, on utilise 24 % moins cette assiette-là par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, il y aurait moyen de taxer différemment le Québécois. Il y a une certaine commission d'examen sur la fiscalité qui proposait quelque chose du genre. J'osais à peine le mentionner. On ne disait pas imposer moins, on disait imposer différemment. Donc, c'est ça que ça montre ici, c'est ça qui est le révélateur. Et là,
une seule petite diapo sur les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, c'est l'ensemble des mesures fiscales que le gouvernement met en place. Donc, il choisit de dépenser par des mesures de la fiscalité. Et là, on va aller vite, on ne peut pas en passer, mais juste noter que Québec, gouvernement seulement, en a 284 mesures fiscales. Et on se prive de milliards de recettes avec ça. Et tantôt, le ministre a dit qu'il faut toujours améliorer notre performance. Oui. Bien, c'est ça. Là, ici, on en a 284. Il y en a qui marchent bien. Il y en a que ça fait longtemps qu'on n'a pas évalué. Il y en a que si on les évaluait, on verrait qu'ils marchent moins bien. Et on pourrait choisir de prendre l'argent réalloué par des mesures qui marchent moins bien pour, en termes de performance, la réallouer vers des mesures qui marchent mieux pour aider la relance ou pour aider le rééquilibrage des finances publiques dans quelques années, pas immédiatement, évidemment. Et donc, c'est ça la pertinence de toujours améliorer notre performance. On ne dit pas qu'il faut abolir des mesures, on dit qu'il faut, à l'égard de leur performance, est-ce qu'il y aurait moyen de mieux réallouer ces sommes-là dans l'économie? C'est ce qu'on appelle la révision systématique des programmes. Ça pourrait inclure la fiscalité. Ça, exactement, la fiscalité. Ou en tout cas, il pourrait y avoir une révision systématique de la fiscalité sans aller dans la révision systématique des programmes. Tout à fait. Et donc là, j'en dis pas plus. Je m'en vais sur la charge fiscale nette. Je m'en vais sur la charge fiscale nette. La charge fiscale nette, tantôt on parlait du poids de la fiscalité. Le poids de la fiscalité, c'est la fiscalité divisée par le PIB. C'est un indicateur macro. Oui. Là, on s'en va vers un indicateur qui est plus micro. On prend des cas types de ménage. Puis on dit, pour ce cas type de ménage-là, comment est-ce qu'on parle le poids? Charge fiscale nette. Donc, est-ce que c'est équitable entre les différents types de ménages? Entre les différents types de ménages, entre les différents types de ménages et différents types de revenus. Puis comment on se compare? Et là, par charge fiscale nette, on entend impôt sur le revenu, cotisation sociale, moins les prestations faites par le gouvernement, qui veut dire des crédits d'impôt remboursables ou des allocations famille, et on divise ça par le salaire moyen ou des variantes du salaire moyen. Donc, c'est un peu l'exercice que fait l'OCDE. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons les salaires moyens, c'est l'OCDE qui le choisit, et ce n'est pas nous qui choisissons de ne pas mettre les taxes à la consommation, c'est l'OCDE qui ne l'inclut pas dans l'aventure. Mais vous, ce que vous faites, c'est appliquer cette formule-là au Québec. Puis on insère le Québec dans les pays de l'OCDE. C'est ça. Cela dit. Puis cela dit, si on incluait les taxes à consommation, comme on a vu qu'il était plus faible au Québec que dans l'OCDE, notre portrait ne serait qu'encore mieux pour le Québec. Et là, on regarde ici les cas de figure présentés par l'OCDE et on constate que dans les 8 cas de figure, il y a 2 fois où le Québec est en première position. Il y a 2 fois où c'est la charge fiscale nette est la plus faible au Québec en regard de tous les pays de l'OCDE. Le cas de la famille monoparentale avec 2 enfants qui gagne le 2/3 du salaire moyen. Donc, pas très riche. Non. Le salaire moyen, c'est 52 000 au Québec. Fait que le 2/3, je vous laisse faire le calcul mental. Et l'autre cas où on est la charge fiscale nette la plus faible, c'est dans le cas d'une famille avec 2 enfants gagnant le salaire moyen. Donc, une famille québécoise gagnant 52 000 va se retrouver avec la charge fiscale nette la plus faible de la comparaison avec tous les pays de l'OCDE. Il n'y a pas une place, ça va être plus faible qu'ici. Mais là, on constate quand même assez bien que si votre salaire, votre revenu familial avec 2 enfants passe de 52 000 à 87 000, là, vous n'êtes plus en première position, vous êtes rendu en 9e. Puis si vous passez de 87 000 à 104 000, là, vous n'êtes plus en 9e position, vous êtes rendu 15e. On met tout de suite ici une petite lumière pour montrer à 52 000, on a une bonne posture, mais entre guillemets, on change de rang, je voulais dire dégringole, mais je ne suis pas sûr, mais on change de rang rapidement dans cette comparaison-là pour s'en aller plus au milieu du spectre. Et une petite lacune de l'exercice fait par l'OCDE, il n'y a pas de revenus élevés, donc on arrête à 104 000. C'est le plus haut qu'ils vont. Parce que donc, probablement, si on avait 208 000, on serait peut-être encore plus loin que 15e. Là, mais exactement. Mais ça veut dire aussi qu'en Colombie-Britannique, il serait probablement encore plus, vu qu'ils ont mis... Mais on y arrive à Colombie-Britannique, justement. Parce qu'on a fait le même exercice pour les célibataires. Pour les célibataires, on a fait voir comment évolue la charge fiscale nette du Québec. Et là, à la moitié du salaire moyen. Donc, au Québec, la moitié du salaire moyen, c'est 26 000. Ça se peut qu'en Alberta, en Alberta, c'est pas 52 000 le salaire moyen, donc, mais ils sont à 50 du salaire moyen aussi. Puis là, on compare quel rang nous sommes. À 26 000 au Québec, à 50 du salaire moyen, c'est au Québec, comme célibataire, que la charge fiscale nette est la plus faible. On est au premier rang en termes de faiblesse de la charge fiscale nette. On est suivi par l'Ontario. Là, on va faire augmenter les revenus, puis on va essayer de voir où c'est qu'on va finir. Est-ce qu'on va rester en première position? C'est la question. Et là, on s'en va à 60 du salaire moyen. On est rendu à 31 000. On est toujours en première position. Et l'Ontario est rendu 3e. Donc,
nos affaires vont bien. On reste en termes de faiblesse de la charge fiscale nette. Là, on va rajouter un autre 10 %. On va aller à 70 % du salaire moyen. Puis là, la Colombie-Britannique qu'on parlait, qui était 3e au départ, est rendue première. Bon, je vais vous dire tout de suite, la Colombie-Britannique, elle ne quittera pas la première place pour le reste de l'aventure. Alors, donc, le scoop est passé. C'est là que la charge fiscale nette est toujours la plus faible, passée 65 % du salaire moyen. Le Québec est en 2e position. Donc, à 36 000, 70 % du salaire moyen. On rajoute un autre 10 % on s'en va à 80 % du salaire moyen. Oups, on est rendu en 6e position. Donc, passer de 36 à 41, ça nous fait perdre 4 ans. On est rendu en 6e position. C'est pas très encourageant pour gagner plus, je rajoute un autre. On est rendu à 90 %. On est à 46 000. Passer de 36 000 à 46 000 au Québec, on passe de la 2e charge la plus faible à la 2e charge la plus élevée. Ouch! Il n'y a pas de changement aussi... Regardez les petites lignes grises, là, il n'y a jamais de changement aussi drastique qu'on voit. Là. Donc, à l'intérieur de 10 000, le changement est quand même assez révélateur. Et là, on s'en va au salaire moyen. Le Québec finit en 9e position au salaire moyen en termes de charge fiscale nette. Évidemment, on ne pouvait pas arrêter là. On voulait dire est-ce qu'on tombait 10e et à quel moment? Et à 105 % du salaire moyen, à 54 000, le Québec, à partir de là, et pour le futur, le reste, là, un célibataire va toujours avoir la charge fiscale nette la plus élevée au Québec. Donc, on passe du premier rang au dernier rang. Stéphanie Gramont, dans une chronique dans la presse, avait déjà nommé ça la bipolarité du système fiscal québécois. Et là, on le revoit. C'est oui, ça. Tout à fait. C'est présenté différemment. C'est la première fois qu'on présente ça comme ça, mais on le voit quand même de manière assez manifeste. Mais c'est comme un désincitatif en même temps de gagner davantage, éventuellement. Bien, on va y revenir tout de suite après avec un autre élément qui va montrer un petit peu ça. Donc, on est en train de montrer des paradoxes du système fiscal québécois, oui. Mais c'est clair que s'il se passe tellement de choses entre 36 et 46 000, probablement que l'idée d'aller gagner un petit peu plus ne doit pas être très incitatif. C'est ça l'enjeu. On s'en va ici. Donc, l'autre paradoxe de la fiscalité québécoise, on prend maintenant, je vous en avais parlé tantôt, on prend la famille québécoise, 2 adultes, 2 enfants, qui gagnent le salaire moyen, 52 000. C'est ici que la charge fiscale nette est la plus faible de tous les pays de l'OCDE. Ça, on l'avait dit tantôt. Mais non seulement c'est la plus faible, elle est négative. On en fait plus. Vous gagnez 52 000, vous payez tous vos impôts, toutes vos cotisations sociales, vous ramassez les prestations et vous finissez à plus que 52. 52 000 plus 7 %. Donc, c'est ici. Le seul endroit pour une famille qui gagne le salaire moyen qui a une charge fiscale nette négative, c'est au Québec. Puis, regardez le Canada. Si on n'avait pas mis le Québec, on dirait que le Canada est 2e. Il y aurait juste la République tchèque qui aurait une charge plus faible que le Canada. Donc, le Canada, ici, c'est l'Ontario. Donc, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est ici que les charges fiscales sont faibles. Donc, on peut dire que c'est vrai que le Québec est un lieu, un lieu tellement accueillant pour les familles. Là. Ben oui, mais les familles à 52 000. Oui, les familles à 52 000. Peut-être les familles à 80 000 aussi. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si cette famille-là a l'idée de dire, au lieu de gagner 100 % du salaire moyen, je vais gagner 101 %. Donc, autrement dit, au lieu de gagner 52 000, je vais gagner 52 520. Qu'est-ce qui se passe sur ce 520 $-là en termes de fiscalité, en termes de ponction, juste sur le 520? Alors là, je vous montre le taux effectif marginal d'imposition sur le 520 $. La famille est encore heureuse, elle ne paye pas beaucoup d'impôts, elle ne se mettra pas à payer plein d'impôts. Mais sur le 520, elle va payer des impôts sur le revenu, payer des cotisations sociales, perdre des prestations, et les gouvernements vont ponctionner 72 % du 500 $. À vrai dire, le Québec est 2e, le Canada est 1er. Ici, c'est l'Ontario, encore une fois. Le Canada, c'est l'endroit où la ponction est la plus élevée. Le Québec, grâce au petit bouclier fiscal qui a été mis en place suite à la commission d'examen, on ne finit pas dernier, on finit avant-dernier. Mais si on voit là tout le travail à faire. Donc, ici, moi, j'appelle ça un peu le paradoxe du confort et de l'indifférence. À gauche, on a la charge fiscale la plus faible, donc c'est le confort offert par l'État. Puis à droite, bien, c'est l'indifférence à vouloir gagner plus parce que c'est ici que la ponction va être la plus élevée. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand on apporte des modifications à la politique fiscale. Regard sur les contribuables québécois. Ici, on a divisé la population des contribuables en 5 blocs de 20 %. Donc, il y a 6,6 millions de déclarants à Québec en l'impôt sur le revenu. On les a divisés en blocs de 1,1 million chacun.
Donc, le premier 20 les plus pauvres, dans leur revenu total déclaré, ils ne déclarent que 3,2 du total. Ils sont 20 mais ils ont juste 3,2 du revenu total déclaré et ils ne payent qu'une poussière d'impôt, 0,1 du total de l'impôt sur le revenu prélevé à Québec. Là, on pourrait y aller par 20, mais on est un peu pressé. Fait que je rajoute les 3 blocs suivants. On est rendu à 80 des contribuables qui ont gagné un peu moins de 50 du revenu total et payé un peu moins de 30 de l'impôt à payer au gouvernement du Québec à l'impôt sur le revenu. Et là, on arrive avec notre 20 des plus riches qui déclarent 51 du revenu total, mais contribuent à l'impôt sur le revenu du Québec de l'ordre de 71 Donc, plus de la moitié des revenus et un peu plus, presque le 3/4, mettons, de l'impôt payé va aux 20 les plus riches. Donc, juste pour vous montrer qu'on l'a vu de différentes façons, mais je pense qu'on peut dire que le système fiscal est progressif. Là, une autre façon de regarder ça, c'est de dire, y a-t-il un lien entre la fiscalité et les inégalités? Ben oui. On l'espère qu'il y a un lien, mais est-ce qu'il y en a un? Normalement, c'est ça. La fiscalité, ça permet de redistribuer. Tant qu'à faire, au passage, ça serait bien. Donc là, on regarde un peu ça en se disant, le 10 des plus riches, quelle est la part des revenus qu'ils gagnent? Donc, plus le chiffre est haut, plus ça veut dire qu'il accapare une grande part des revenus et plus il y aurait, c'est une façon de dire qu'il y aurait inégalité. Oui. Donc, au Québec, les 10 les plus riches, en revenus bruts, ils vont chercher 38,7 de tout le revenu déclaré avant impôt. Oui. En Ontario, c'est 41,3. Donc, Québec est moins inégalitaire que l'Ontario sous l'angle des 10 les plus riches. Sans redistribution, avant la redistribution. Oui, puis après ça, on passe. Puis là, on a des transferts, puis on a des impôts. Puis là, après impôt, bien, au Québec, on réduit davantage ça. On passe de 38,7 à 29,7, une réduction de 23 Donc, alors qu'en Ontario, on part d'un chiffre plus haut et la réduction est plus modeste. Donc, les inégalités sous cet angle-là sont plus grandes là-bas, puis la réduction post-fiscalité est plus faible là-bas qu'ici. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur à garder en tête. Là, je vais vous parler du coefficient de Gini. Je le sais que c'est toujours un petit peu compliqué. Le coefficient de Gini, ce qu'il faut en comprendre, c'est un indicateur entre 0 et 1. Oui. Plus tu t'approches de 1, plus tu es dans une société inégale. Puis plus tu t'approches de 0, plus tu es dans une société égalitaire. C'est ça. On veut des petits chiffres. C'est ça. On veut le chiffre le plus proche de 0. Puis si le chiffre était vraiment à 0, 0, 0, 0, ça veut dire que tout le monde gagnerait le même revenu au Québec. Exact. On sait que ça se peut pas, là, mais ça serait ça. Puis là, plus on s'en va vers 1, plus c'est inégalitaire. Et là, on le présente avant puis après impôt. Encore une fois, avant impôt, ça veut dire c'est ce que vous gagnez par vous-même, les revenus de marché que vous allez aller chercher avant transferts gouvernementaux, donc les intérêts, vos loyers puis vos salaires. Donc, on voit que tant au Québec qu'au Canada, ça s'est aggravé, ce coefficient-là, dans les années 90. Mm-hmm. Depuis 2000, c'est stable. Le coefficient est stable. Puis il n'y a pas de différence entre le Québec et l'Ontario, et le Canada, pardon. Donc, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Donc, le Québec n'est pas plus, de manière naturelle, par les revenus qu'on va chercher, moins égalitaire ou plus égalitaire que ne l'est le reste du Canada. Là, on fait intervenir la fiscalité. Oui. On sait qu'on a plus de fiscalité que là-bas. Donc, est-ce que ça nous permet de mieux performer que dans le Canada? Et la réponse est oui. Donc, la ligne rouge chez le Canada, après impôt, ils ont des inégalités plus grandes qu'au Québec. Donc, nous, ça veut dire que par notre fiscalité, on réduit davantage les inégalités. C'est ça qu'il faut retenir. Puis, autre élément qu'on peut regarder aussi, c'est qu'à la fin, là, quand on se retrouve à la fin en 2018, là, bien, notre petit picot bleu là, de 2018, il est plus faible qu'il l'était en 76. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Donc, ça va un peu à l'encontre de la perception qu'on peut avoir qu'il y a une croissance des inégalités. Ce que ce chiffre-là nous montre, c'est qu'en fait, on a redistribué notre richesse et que finalement, on a amélioré notre sort. Bien, que notre système, malgré l'augmentation des inégalités de revenus, de salaire à la source, le système réussit toujours à réduire ces inégalités-là. Bon, il y en a qui critiquent le coefficient de Gini, il y a mieux d'autres indicateurs, mais c'est une façon de le mesurer. Et là, je reviens, tantôt je vous avais dit, on va revenir à la fin, donc on est à la fin, on va revenir sur l'idée de qu'est-ce que ça fait d'avoir un poids de la fiscalité plus élevé. Donc ça, c'est pas un nouveau graphique, c'est le graphique que j'ai présenté tantôt, qui était les bâtonnets de poids de la fiscalité. Le Canada est toujours, comme tantôt, à côté de la moyenne de l'OCDE.
Puis le Québec est toujours plus proche des pays européens avec un poids de la fiscalité, un poids de la pression fiscale plus élevé. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ça? Là, je vais superposer à ça les coefficients de Gini de chacun des pays, où plus le coefficient est faible, mieux c'est en termes d'inégalité, puis plus il est élevé, plus il y a de la présence d'inégalité. Et là, ce qu'on voit ici, quand on mixe poids de la fiscalité et coefficient de Gini, c'est que les pays qui ont un poids de la fiscalité sous la moyenne de l'OCDE, ils ont tendance à avoir des inégalités plus grandes que la moyenne de l'OCDE. Puis quand on se retrouve avec des pays qui ont un poids ou des juridictions, parce que le Québec est là, des juridictions qui ont un poids de la fiscalité plus grande que la moyenne de l'OCDE, ils ont tendance à avoir des inégalités plus faibles. Donc, dans ce temps-là de pandémie, si on peut finir sur une note plus positive, là, le poids de la fiscalité plus élevé au Québec, ça conduit à observer des inégalités plus faibles. Donc, ça c'est pas trop mal. Donc, je clôturerai la présentation de cette présentation ici. Si tu as des questions, Marie, oui, je peux y répondre. Sinon, le public, des questions? Oui, bien, en fait, on va y aller tout de suite avec les questions du public. Les miennes, je les ai posées un peu au fur et à mesure, puis j'ai pu aussi éclaircir ma vision des choses. Il y a quelqu'un qui nous demande justement en disant, vous avez présenté que la pression fiscale est en hausse partout au Canada. C'était au début de la présentation depuis 2008. Est-ce que les causes sont les mêmes partout à travers le Canada? Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a une spécificité québécoise, par exemple, pour cette pression fiscale-là? Non, les causes ne sont pas les mêmes. OK. Il y a toutes sortes de raisons. Au Québec, des fois, là, ça peut être le PIB va trop bien. On était au-dessus de notre potentiel, oui. Donc les recettes fiscales augmentent. Il y a une pression sur les salaires, il y a une pression sur les profits, et donc les impôts générés là-dessus vont bien. Dans d'autres côtés, ça peut être plutôt que ça va mal, donc le PIB se contracte. Se contractant, là, ça a des effets plus grands sur les bénéfices. Les entreprises ne font plus de bénéfices. Donc, c'est multifactoriel, je dirais. Il y a eu des changements fiscaux aussi, il faut tenir compte de ça. Là, si ça a augmenté partout, faut noter la présence du gouvernement fédéral qui a augmenté la fiscalité. L'arrivée de Justin Trudeau, l'augmentation de nouveaux taux dans le barème d'imposition, ça s'applique dans l'ensemble canadien. Donc, il y a une première explication qui est comme ça. En Alberta, par exemple, il y a eu un gouvernement du NPD pendant quelques années. Il y a des éléments de hausse, c'est ça. C'est ça qui s'est repris un peu. Puis on a vu que chaque province n'a pas mis en place les mêmes mesures nécessairement. La Colombie-Britannique est allée vers les plus riches. Je pense qu'il faut garder, là, en m'éclaircissant un peu les idées, il faut garder en tête que le fédéral, en augmentant sa fiscalité, il l'a augmenté dans l'ensemble des provinces. Ça doit être une des principales causes là, de Puis après ça, chacune des provinces est allée chercher en fonction de sa réalité, évidemment. De ses besoins, oui. Exactement. On dit que, tantôt, tu disais, Luc, qu'il y a de l'espace au niveau de la taxe de vente, mais il y a quelqu'un qui demande, mais est-ce qu'il faut pas tenir compte du contexte nord-américain, un peu comme sur les taxes sur l'essence? Ça veut dire, est-ce que on doit se comparer quand on vient le temps de taxer, parce que quand on se compare justement au niveau de la taxe à la consommation, on peut dire qu'au Québec, on a une taxe à la consommation qui peut être plus élevée, par exemple, clairement qu'en Alberta, où il n'y en a pas. Non, mais en termes de concurrence, avant de partir en auto magasiner en Alberta... Oui, bien là, il y a un bout, mais peut-être aller à la Plattsburgh, là, il y avait d'autres choses, mais là, on n'y va pas. C'est ça, mais avec l'Ontario, c'est 2 points. Mais nous, à la commission, on s'est peut-être posé la question, c'est quoi l'écart acceptable? Puis on a pris des pays européens, puis on a regardé des écarts de taux entre les pays. Puis entre l'Allemagne et la Hongrie, il y a 7 points d'écart en termes de taux de taxe de vente. Il y a des frontières là aussi. Tout à fait. Puis peut-être qu'il y a du monde qui va magasiner de l'autre côté de la frontière, mais globalement, ça reste pertinent pour l'État d'avoir 7 points de plus. Puis entre des États américains, je crois que c'est entre le Maine et le Massachusetts, il y a 5 points d'écart aussi. Donc, il y a une place qui a une taxe de 5, puis il y a une place qui n'a pas de taxe. Puis donc, il y a 5 points d'écart. Et donc, il y a peut-être encore une fois qu'il y a du magasinage transfrontalier, mais ça reste, si l'État le maintient, ça veut dire qu'il y a une pertinence à le faire. Donc, le 2 points avec l'Ontario, est-ce qu'il pourrait être 3? Sans doute. OK. Donc, cette pression-là n'aurait pas des incidences majeures, c'est ce que je comprends. On en a un peu jasé, mais je pense que c'est important d'y revenir. On dit en comparaison des autres juridictions fiscales, le poids fiscal supérieur du Québec, est-ce que ça permet l'octroi de services sociaux supérieurs à ses citoyens? Je crois que oui. Oui. Là. Implicitement, c'est oui. Sinon, ça serait vraiment dommageable. Ça voudrait dire qu'on a un poids de la fiscalité plus élevé. Puis c'était l'équilibre qu'on faisait, parce que si les dépenses publiques sont plus élevées, et ce qui permet d'aller chercher l'équilibre là, sur le petit... ça voudrait
dire que si on avait de la fiscalité plus élevée puis pas plus de services publics qu'ailleurs, ça voudrait dire qu'on prend l'argent et on le jette dans le dallo. Oui, c'est ça. Ou on a des services non efficaces. Ou on a des services non efficaces, ou bien on aurait un service de la dette. Le ministre a porté beaucoup d'attention. Ça veut dire qu'on devrait rembourser des intérêts sur la dette. Mais c'est pas le cas. On le constate dans nos services publics. Les CPE, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que les CPE. Des frais de scolarité plus faibles. Ça a un coût en termes d'impôts. Ça se paye autrement. Donc, c'est des illustrations de ça, là. Donc, dans l'exemple que tu as donné sur la charge fiscale nette avec le Québec qui passe du premier au dernier rang au Canada, c'est une question un peu rhétorique, mais est-ce qu'il faut corriger ça? Donc, parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a un des incitatifs au travail ou à gagner plus? Et ça, est-ce qu'il faut corriger ça? Puis est-ce qu'il faut corriger ça rapidement ou se donner du temps dans le... Bien, moi, je dirais deux choses par rapport à ça. Cet enjeu-là d'incitation au travail au Québec là, est connu depuis le livre blanc de Jacques Parizeau en 1983-4. Quand même. Donc, l'enjeu est connu. Depuis ce temps-là, il y a des efforts qui sont faits périodiquement pour l'atténuer. L'effort est plus atténué. Maintenant, l'incitation au travail est plus forte qu'elle ne l'était dans ces périodes-là. Donc, oui, il faut en être conscient. Mais je pense, avant de dire corriger, je dirais au moins être conscient de ce phénomène-là. Le ministre des Finances, il est encore à l'écoute, là. Faut d'abord en être conscient. Il faut être sensible à ça. Et après ça, quand tu fais des gestes pour modifier la fiscalité, il ne faut pas l'aggraver. Il faut essayer de l'atténuer. Il faut l'avoir toujours en tête. Il faut l'avoir toujours en tête. Mais ça peut se régler du côté fédéral également, parce qu'on dit bilan de la fiscalité du Québec, mais cette charge-là, elle est à la fois fédérale et provinciale. Il ne faut jamais le perdre de vue, là. Puis on a vu que pour Ontario, la charge était aussi... Le phénomène était le même. Donc la solution est peut-être en partie fédérale. C'est ça. Donc, il faut travailler peut-être ensemble pour cet enjeu-là. C'est une question aussi que j'avais sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés. On a vu qu'il y avait une baisse du taux, mais une croissance, une augmentation des recettes. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le fait que les entreprises sont plus performantes, sont plus profitables et donc ils payent moins, mais il y a plus de sommes qui sont dégagées? Bien, encore une fois, c'est multi-explications, là. OK. La première, ce serait qu'au fil des réformes, on a élargi l'assiette. Donc, l'assiette d'imposition est plus large, il y a moins de trous, il y a moins d'avantages fiscaux au fil des réformes en échange d'un taux plus bas. Ça, c'est une partie. Est-ce que ça l'explique tout? Je pense que non. Le deuxième phénomène qui pourrait expliquer, je ne les nommerai pas toutes, mais le deuxième qui me vient en tête, ce serait qu'on a permis l'incorporation des comptables, des avocats, des médecins, qui avant réalisaient des revenus payables à l'impôt sur le revenu des particuliers. Oui. Et là, maintenant, en s'incorporant, déclarent leur impôt par les sociétés. Donc, ça augmenterait le rendement de l'impôt des sociétés. Cela dit, ces avocats, comptables et médecins-là, à un moment donné, s'ils veulent de l'argent dans leur poche, il faut qu'ils se le versent en dividende ou en salaire qui va être payé à l'impôt sur le revenu des particuliers. Donc, ça finit. Éventuellement, on devrait être à même d'aller chercher dans les deux... Mais ça peut vouloir dire qu'à l'impôt des sociétés, il y en a une plus grande part qui est payée parce qu'ils vont payer, comme entre guillemets, la différence au moment où ils vont se verser, notamment s'ils se versent sous forme de dividende. L'autre question, c'est, on dit que les pays à la fiscalité moins élevée, ça c'était un des derniers tableaux que tu présentais, donc des pays à la fiscalité élevée ont moins d'inégalités. Et la personne nous demande, est-ce que ce ne serait pas plutôt à cause du type d'impôt utilisé? L'impôt sur le revenu est plus progressif, donc fait que les riches paient plus. C'est pas plus utilisé dans les pays où il y a moins d'inégalités. Ah là, l'affirmation n'est pas tout à fait exacte. Bien, c'est correct. On est là pour s'éclaircir. C'est ça, on va essayer d'éclaircir ça. Il n'y a pas de mauvaise question. La question est bonne. Exact. Ça permet d'éclaircir la situation. Donc, les pays qui ont plus de fiscalité et moins d'inégalité, ils n'ont pas nécessairement une fiscalité plus progressive. OK. Si on voulait avoir le système, parmi les pays de l'OCDE, le système d'impôt le plus progressif, c'est probablement, ou qui a la plus grande proportion des impôts qui est prélevé de manière progressive, c'est probablement le système américain. Puis si on veut un système qui est beaucoup plus proportionnel, c'est probablement le système suédois. Donc le système suédois, il est moins progressif que le système américain. Qui réduit le plus les inégalités, le système américain ou le système suédois? C'est les Suédois. Parce que c'est la quantité de recettes fiscales collectées qui domine pour réduire les inégalités. Avec la quantité, tu peux
par la suite faire des services publics qui, eux, contribuent à réduire les inégalités. Il y a une idée là, que faut absolument prélever de manière progressive. Non, c'est ce que tu fais avec l'argent. C'est ça, c'est comment tu redistribues après. Alors, puis on l'a vu pour les familles qui gagnent 52 000 $, donc le salaire moyen, il y a une redistribution importante et ça veut dire que le gouvernement du Québec a fait le choix famille de soutenir les familles québécoises et c'est pour ça qu'il y a cette disparité-là. Tout à fait. Donc, c'est par la dépense que tu réduis les inégalités plus que par la manière dont tu les prélèves. Luc, c'est tout le temps qu'on a. Il y a encore plusieurs questions, mais moi, j'ai envie de dire aux gens, procurez-vous le bilan. Là, on a vu la présentation, mais là-dedans, il y a beaucoup d'explications qui sont déjà là, qui vont peut-être aussi aider à pouvoir répondre à vos questions, éclairer un peu votre lanterne, puisque vous êtes le phare, pour nous aider à nous éclairer. Luc, est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent pour la chaire? Bien, d'autres activités, oui. En termes de publication dans les mois, semaines à venir, là, on aurait l'impression qu'on a tout dit avec le bilan de la fiscalité. Bien oui, c'est immense comme bien travail. Non, on s'est amusé à comparer quel serait le fardeau fiscal au Québec si on appliquait le système fiscal de l'Ontario, de l'Alberta, des autres provinces canadiennes. Oh, que j'ai hâte de voir ça. Et ça va sortir dans les prochaines semaines. Donc, essayez de voir. Impôt sur le revenu, cotisation sociale, mais taxes de vente aussi. Donc, on a ça. On a la fiscalité et l'intelligence artificielle qui va paraître prochainement aussi. Puis, on a à chaque année notre guide des mesures fiscales, donc pour essayer d'aider les gens à comprendre les changements dans la fiscalité. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines en termes de publication. Alors, moi, je veux remercier les gens d'avoir été là, mais tu veux aussi remercier tous les partenaires et tous les artisans qui ont rendu ça possible. Bien oui, tout à fait. Moi, ce que j'aimerais faire, dans le fond, c'est avant de souhaiter la bonne année fiscale à tous les personnes qui ont écouté ce midi-conférence. La bonne année fiscale. je voudrais dire quelques mots. Dans le fond, ce document-là, l'objectif, c'est de recenser dans un même document une série d'indicateurs. Il y en a graphiques, tableaux, encadrés, tout ça. On est rendu à plus de 100 indicateurs. Je pense qu'on n'a pas pu tout présenter ici. Donc, allez le consulter. Oui. Vous allez voir, il y a même un outil interactif. J'espère que vous allez trouver des choses additionnelles puis que vous allez l'apprécier. Après ça, bien, il y a quelques remerciements d'usage que je dois faire. Évidemment, à toi, Marie. Encore une fois, tu as très bien fait ça. Bien, merci, j'adore ça. J'apprends toujours avec vous. Bien, c'est bon. Puis, remercier aussi, parce que ce document-là, moi, j'aurais pas pu le présenter aujourd'hui s'il n'y avait pas une équipe qui travaille dans l'ombre. Donc, on n'aurait pas d'événement. Donc, il faut le reconnaître. Donc, des merci particuliers à Suzy Saint-Cerny, Tommy Gagné-Dubé, Joanne Gagné, donc, qui ont mis la main à la pâte durant toutes les vacances de Noël pour s'assurer qu'on ait ce document-là prêt pour un 8 janvier. Il y a aussi des remerciements qui doivent aller à nos partenaires financiers d'abord, partenaires Ordre des comptables CPA du Québec, l'Association de planification fiscale et financière. Puis il y a des partenaires de diffusion aussi qui se joignent à nous, donc l'Association des économistes, le Cercle de finances du Québec, le Cyrano, l'Observatoire des inégalités. C'est l'ensemble de ces partenaires-là qui... Et Développement économique Longueuil. Développement économique Longueuil, c'est l'exemple, et TV Rive-Sud, c'est leur diffusion qui font en sorte qu'on a un tel succès d'audience. Donc, on en est très, 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 très content. Puis, un dernier remerciement, évidemment, à tous ceux derrière leur ordinateur. Donc, je voulais, comme malgré le contexte difficile, souhaiter la bonne année fiscale 2021. Et qui sait si l'année prochaine, on se reverra en virtuel ou avec nos nouveaux mots en présentiel, avec un peu d'espoir, rêvons. Et peut-être même pas à 2 mètres de distance. Ce serait extraordinaire. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Et on vous le dit encore, si jamais vous avez des questions, le site Internet de la chaire peut peut-être aider à y répondre. À la prochaine, au prochain rendez-vous. Merci, au revoir.